Continent le plus ancien, le plus isolé, le plus plat, plus grande île du monde. L'Australie ne se décrit guère qu'à l'aide de superlatifs. Mais ce n'est qu'en posant un pied sur cet immense territoire que l'on prend réellement conscience de son caractère sauvage et préservé. D'une superficie de plus de 7,5 millions de kilomètres carrés, soit 15 fois la France, l'Australie ne compte que 18,5 millions d'habitants. C'est une des régions les moins peuplées du monde avec seulement 2 habitants au kilomètre carré. Mais c'est aussi la plus urbanisée avec ses grandes mégalopoles, toutes situées sur les 40 000 kilomètres de côte. Je pars pourtant à la découverte de l'Outback, l'intérieur du pays, plus méconnu et sauvage. Précisément sur les traces de John McDowell Stewart. C'est le premier homme parvenu en 1862 à traverser l'Australie depuis Port Augusta au sud jusqu'à Darwin, à plus de 3000 km, tout au nord du territoire. À l'instar de ce pionnier, notre point de départ sera Port Augusta. Port Augusta, le cœur industriel de l'Australie méridionale, est une petite ville d'à peine 15 000 habitants, fondée en 1854 par les pionniers britanniques. C'est en 1770 que le navigateur James Cook prend possession de l'île au nom du roi d'Angleterre. Baptisée alors la Nouvelle-Galles du Sud, l'Australie va devenir la colonie pénitentiaire du royaume. De 1788 à 1868, 160 000 détenus seront ainsi déportés en Australie. Les colons débarqueront, eux, dès 1793, laissant une influence britannique aujourd'hui encore très présente. Pour preuve, l'uniforme et le chapeau blanc de rigueur dans ces réunions de boule anglaise, l'activité fétiche de l'Australien traditionnaliste. Port Augusta n'est pas qu'un carrefour maritime. C'est aussi aujourd'hui le point de départ de la Stuart Highway, la seule route achevée il y a seulement une dizaine d'années qui relie le sud au nord du pays, suivant le périple de McDowell Stewart, et ce jusqu'à Darwin. À l'époque, Stewart avait mis près de 9 mois pour réaliser sa traversée. Nous sommes ici aux portes de la ville, mais aussi aux portes du désert. Les chauffeurs des road trains, les trains de la route, veillent aux derniers préparatifs avant de s'élancer pour Darwin, le Never Never, ou Jamais Jamais, comme l'ont surnommé les Australiens, cette partie nord du pays restée si longtemps inaccessible. La traversée est une véritable épreuve physique, semée d'embûches et de pièges. Et quelque chose me dit que les conseils de ces professionnels de l'asphalte et du bitume ne seront pas de trop. Pourquoi avez-vous ouvert le capot? Vous avez un problème? Non, je vérifie juste le niveau d'huile et les autres niveaux. Les freins et la direction. Quelle est la puissance du moteur? 610 dans celui-là. Oh, ouais, c'est beaucoup. Et quels sont les principaux dangers qu'on peut rencontrer sur la route? Les kangourous et les vaches qui sont sur la route. Enfin, tous les animaux qui vivent en liberté dans ce type d'endroit. Ça, c'est le vrai danger. Ça vous est déjà arrivé? Ah oui, il est impossible de conduire sans en rencontrer. Ça doit être dangereux. Si vous tirez 2 remorques, vous ne pouvez pas zigzaguer aussi facilement que ça. Et alors vous faites quoi? Vous continuez tout droit? On continue tout droit, on garde le cap et si on touche, on touche. Bien sûr, c'est mieux de l'éviter. On préfère ne pas lui rentrer dedans si c'est possible, parce qu'ils font des dégâts sur le camion. Ils abîment les pneus. Vous pouvez baisser le capot? D'accord, pas de problème. Vous voyez, il y a un gros pare-choc. Si on heurte un kangourou ou une vache, il frappe le pare-choc et n'endommage pas le camion.
Ça a l'air plutôt solide. J'imagine que les accidents arrivent surtout la nuit. Oui, plutôt la nuit. Quand le temps est sec, on ne voit pas trop de kangourous par ici. Mais juste après un peu de pluie, l'herbe pousse au bord de la route, alors les kangourous s'approchent pour la manger. Ok, merci beaucoup. Hein. Il n'y a pas de quoi, bon voyage. Normalement, les chauffeurs partent à deux afin de pouvoir se relayer. Mais il en existe encore quelques-uns, et même quelques-unes, qui préfèrent tenter l'aventure en solo, fidèles à l'esprit rebelle des pionniers. Combien de litres pouvez-vous mettre dans le réservoir? 1900. 1900 dans chacun? Non, 475 dans chacun des 4 réservoirs. Ah, ça fait beaucoup. À quoi pensez-vous sur la route quand vous traversez l'Australie? Oh, à beaucoup de choses. Je pense à la vie en général, je regarde le paysage, juste regarder et penser. Rencontrer des tas de gens différents, c'est bien, c'est une bonne vie. Et c'est dangereux? Ah oui, vous devez faire attention. À quoi? Aux autres sur la route, à la circulation. Mais c'est dangereux seulement si vous causez un accident vous-même. Vous savez, on couvre des distances très longues. Aussi, vous devez vous arrêter quand vous êtes fatigué et faire des pauses régulièrement. Et les kangourous? Vous ne remarquez même pas quand vous les heurtez. Vous ne pouvez pas vous arrêter, c'est impossible. Vous essayez de les éviter, si vous pouvez, car ils peuvent faire beaucoup de dégâts à votre véhicule. Ils peuvent casser les systèmes de frein. Aussi, vous devez faire attention. Vous êtes déjà tombé en panne sur la route? Oh, rien de grave. Il faut juste réparer au fur et à mesure. Et vous réparez vous-même? Oui, il le faut. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui conduisent des camions, comme vous? Il y en a quelques-unes maintenant, oui, mais peu conduisent seules. J'ai juste entendu parler d'une autre femme qui conduit seule. La plupart conduisent en couple avec leur mari ou leur petite amie. Et vous, vous êtes célibataire? Oui. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Je conduis. Ok, merci. Et puis bonne chance. Direction Coober Pedy, pour une première étape à plus de 500 km de là. La Stuart Highway n'est pas très large, pas de limitation de vitesse, mais les camions sur un tel terrain ne peuvent dépasser les 80 km/h. Tradition britannique oblige, en Australie, on roule à gauche. Dès la sortie de Port Augusta, c'est un vaste no man's land. Le désert reprend ses droits. La région est aride, sauvage et le terrain hostile. Heureusement que mes imposants compagnons de route sont là pour vaincre la monotonie de ces paysages. Mais les road trains ne sont pas le seul signe de vie dans la région. Il arrive aussi de croiser des émeux, les cousins australiens de l'autruche. Je décide ici de couper par une petite piste afin de retrouver le chemin originel emprunté par Stuart et ses hommes à l'est de l'actuelle route. John McDowell Stuart, surnommé le roi des explorateurs, dut pourtant s'y reprendre 5 fois pour parvenir à effectuer la traversée, tant l'hostilité des paysages traversés rendait les conditions de voyage difficiles. En 1860, le gouvernement d'Australie du Sud, après plusieurs échecs, décide d'offrir une prime de 2000 livres au premier homme qui parviendra à rallier le Sud au nord du pays. L'objectif est double, découvrir de nouvelles terres cultivables vers le nord, mais aussi et surtout créer une ligne télégraphique entre Adélaïde et Darwin.
En novembre 1861, la grande expédition vers le nord, au départ d'Adélaïde, compte 11 hommes et pas moins de 71 chevaux. Après 9 mois de traversée, Stewart et l'ensemble de son équipage arrivent à Darwin et plantent le drapeau de l'Union Jack en gravant ses initiales sur un arbre. À son retour, Stewart sera accueilli comme un héros. Un terrain aujourd'hui encore hostile à ceux qui veulent le traverser. Nul n'est à l'abri d'un imprévu. Kilomètre 536. Bienvenue à Coober Pedy. Cette petite agglomération de moins de 3000 habitants regroupe essentiellement des mineurs. Et nous sommes ici dans la capitale mondiale de l'opale. Le nom de la ville vient d'une expression aborigène Coober Pedy, qui signifie terrier de l'homme blanc. La plupart des mineurs vivent en effet comme des troglodytes, installés dans des mines désaffectées, un moyen comme un autre de résister aux fréquentes vagues de chaleur qui atteignent régulièrement les 50 degrés. Des décors fantastiques, une ambiance presque surréaliste. Pas étonnant que le site ait été choisi pour accueillir Mel Gibson et Tina Turner sur le tournage du film Mad Max 3. La ville fut fondée en 1915, lorsqu'on y découvrit les premiers gisements. Aujourd'hui, l'Australie fournit 95% des ressources mondiales d'opale, principalement destinées à la fabrication de bijoux. Et les 3/4 de ces opales viennent de Coober Pedy. On évalue à 250 000 le nombre de puits de mines qui entourent la ville. Progressivement, au fur et à mesure que l'on découvrait de l'opale, des mineurs du monde entier, désireux de faire fortune, ont afflué à Coober Pedy. Aujourd'hui, plus de 40 nationalités sont représentées. George, l'un de ces mineurs, est originaire de Grèce. Salut George. Salut. Je viens inspecter un nouveau tunnel que je creusais hier. J'y ai trouvé de la matière intéressante. Mais j'espère qu'il y aura de l'opale dedans. Ah oui, est-ce que je peux venir avec vous pour voir ce que vous faites? Oh ouais, j'y vais maintenant. Le puits est là derrière. Je descends et vous verrez tout dans une minute. Vous utilisez des explosifs? Ah oui, oui, pour faire le tunnel. Voilà, ça c'est une orange pour mon petit déjeuner. Là, c'est la mèche que j'utilise. Oui. Ben, voilà la mèche. Mais attendez, je vais vous montrer. Ce sont les saucisses faites maison. Je coupe un câble bleu, je le mets dedans, hein, et je l'attache bien serré. Oui. C'est assez simple, regardez. Après ça, on met l'explosif dedans. Ça sent le gasoil. Je vais fabriquer une ou deux bombes que vous ramènerez chez vous. Vous pourrez toujours les utiliser si votre petit ami ou votre femme vous embête. Bon, vous êtes prêts? Allons à la mine. Et voilà, c'est parti pour un voyage au fond des mines. La profondeur de ces minuscules terriers atteint souvent 30 mètres. Ce trou fait 27 mètres de profondeur. Je suis tombé dedans une fois. Je n'avais même pas une corde de rappel, je suis tombé direct au fond. Et vous ne vous êtes pas blessé? Non. Dieu ne m'aime pas, mais il ne veut pas de moi là-haut. Je suis mieux que le diable. Quel âge avez-vous, Georges? 58 ans. 58 ans? Bah, vous êtes en pleine forme.
Bon, vous descendez. Venez par là. C'est ça. Prenez la corde. Asseyez-vous. Et mettez vos jambes sur l'échelle. Comme ça, c'est bien. C'est bien. Écartez les jambes, c'est ça. Descendez. Je vous suis. Goodbye. Au revoir. En cas de problème, vous vous arrêtez. Bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous êtes un vrai mineur d'opale. Bon, c'est bien, les gars. Je descends maintenant. Bon, bien, à tout à l'heure. Hein. Je descends pour trouver $1 million. Il fait très sombre maintenant. Très effrayant. Ah oui. Mais si vous fermez les yeux, vous vous sentez bien. Vos jambes pendent dans le vide et vos yeux sont fermés. C'est beau tant que vous ne tombez pas sur la tête et que vous ne vous réveillez pas. Bon, allons par là. Là, j'en ai trouvé pour $1000. Vous avez trouvé des opales pour $1000? Oui, et ici j'en ai trouvé plus, environ pour $15 000 d'opales. J'ai essayé de poursuivre dans cette direction, comme vous pouvez le voir. Mais les traces d'opales ont disparu. Alors j'ai fait demi-tour et trouvé quelques centaines de dollars seulement. Maintenant, je vais dans cette direction. Vous pensez que de ce côté, c'est mieux? Oui. Ici, j'ai trouvé plusieurs centaines de dollars. Et plus tard, je vais creuser là pour suivre le filon. Vous voyez la couche? C'est ce qu'on appelle une couche, cette partie rouge-là. Ce n'est pas toujours de la même couleur. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est là où on trouve l'opale, la couche. Allons par là, on va en trouver plus. Là, où je pique, hein, vous entendez si on a de la bonne matière? Et vous voyez? Ici, c'est à ce niveau. Et peut-être que derrière, il y a une grosse opale. Big opal coming after. Big opal. Yes, why not? Oui. Yes. All right, I'm going to. Vous pensez qu'il y a plusieurs milliers de dollars par là? How many Plusieurs billions? millions, vous voulez dire? Yes. Milliers, ce n'est pas assez. Millions. Vous devez payer pour avoir une concession? Yes. Ah oui, vous Yes, payez you pour la pay the climb. concession. Come sit down. Venez, asseyez-vous là. You take the climb. Vous payez pour la concession de 5000 mètres carrés. I have 3 climbs. J'en ai 3. Une porte le nom de ma femme, l'autre celui de mon fils. Ça coûte la même chose pour chaque mineur? Vous venez ici et vous prenez une concession? Oui, oui. Et combien ça coûte? For 3 months. Pour 3 mois, ça coûte seulement $40. It's not much. C'est pas beaucoup. Et après, si l'endroit vous plaît, You keep going. vous prenez un an et ça vous coûte $120. 20 something. No, Non, 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 c'est rien du tout. Ah oui, donc ça vaut le coup d'être mineur. if you have nothing else, it's a C'est different différent. feeling. Je pense que pour être mineur, il ne faut pas être une personne normale. I think to be a miner, you don't have to be a normal person. Yes. Oui, parce que les gens normaux aiment aller au travail le matin et revenir chez eux le soir. C'est la routine. Ici, si j'ai pas envie d'aller travailler, je n'y vais pas, je dors. C'est la liberté. J'ai vécu en ville autrefois, j'y travaillais. J'avais un taxi à Sydney. Je n'aimais pas ça. Non, ça ne me correspondait pas. Mais je devais le faire parce que je devais payer mon taxi et entretenir ma famille. Maintenant, peut-être que parce que les années ont passé et que je suis un peu plus vieux,
Je n'ai plus besoin d'avoir une vie décousue. Vous savez, la nuit, sortir pour boire des verres, aller avec des femmes. Vous savez, en vieillissant, vous n'avez pas vraiment besoin d'argent. Une tasse de thé, un biscuit. Regardez un bon film français, ça me suffit. Bon, allez au travail maintenant. OK, out. That's it. Now, maintenant, c'est prêt. Vous mettez la dynamite là. Je prends les mèches une par une et je prends du scotch. Je m'assure qu'il n'y a pas de câble électrique aux alentours. J'enveloppe tout ça serré. Très serré. Voilà, c'est prêt. Celle-ci, je les mets de côté. Et par ici. Et je la pousse dedans, doucement, doucement, jusqu'au bout. Et je fais comme ça. Et la première est prête. La deuxième maintenant, de la même façon. Je ne prie jamais Dieu parce que je ne crois pas en Dieu. Vous croyez en quoi? En rien. En la chance? Je crois dans le fait d'être une bonne personne. Si quelqu'un est bon avec vous, vous devez être bon avec lui. Respectez les gens, la famille et les voisins. Sa femme aussi, surtout si elle est agréable à regarder. C'est tout. C'est la dernière. Après, on va les se mettre à l'abri, là dans le coin. Et après l'explosion, on reviendra pour nettoyer le coin avec un aspirateur. D'accord? Combien de saucisses? 10. Vous voyez là, il y a quelque chose. Vous voyez? C'est chaud. Oui, ça a des millions d'années. Je suis le premier à avoir creusé là. 130 millions d'années. Et vous êtes le premier à y toucher. Ah non, le deuxième, j'étais le premier. C'est un honneur. Mais oui, c'est vrai, vous étiez le premier. Donc vous croyez toujours que vous allez trouver $1 million aujourd'hui? Ah oui, si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Et même si j'ai 99 ou 109 ans, je continuerai. Bon, bah j'y retourne, hein. Voilà un présent pour vous. Merci beaucoup, Georges. Salut Georges. Un personnage représentatif de l'outback australien, rebelle, robuste et téméraire. Un esprit sans doute à l'image de celui des pionniers. Lorsqu'on se retrouve sur les pistes empruntées à l'époque par Stewart et son équipée, on peut imaginer la volonté et la détermination qu'ont dû avoir ces hommes pour explorer un tel désert. Tout à coup, un paysage lunaire se dresse devant moi. J'entre ici dans la réserve de Breakaway, une immense barrière naturelle. La roche est abrupte et ce site aux couleurs déroutantes a lui aussi servi de décor à de nombreux films. On se souvient notamment de Priscilla folle du désert ou encore de la fameuse série des Mad Max.
Il est à la fois chasseur de crocodiles, mineur, artiste et soldat. C'est assurément un personnage atypique. Il s'appelle Harry. La visite de sa grotte vaut le détour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Harry? Oui, et je vis ici depuis 24 ans. Pardon? Je vis ici depuis 24 ans. C'était ma mine d'opale avant. C'était une mine d'opale? Bah, ça ressemble pas à une mine. Je l'ai un peu aménagée pour y vivre et puis j'ai commencé à faire mes sculptures. On m'a dit que des films ont été tournés ici. Oh oui, Mad Max a été filmé ici en 1984. Ils ont filmé ici pendant une semaine. Vous savez, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Vous venez d'Europe, je crois. Oui, d'un tout petit pays, Latvia, sur la mer Baltique. Et qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Oh, j'étais encore à l'école quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Je m'en suis enfui et je me suis engagé dans l'armée. C'est après que je suis venu ici. J'ai entendu dire que vous étiez baron. Oui, enfin mon père l'était. Bah alors dites-moi, c'est quoi votre vrai nom? Baron Arvid von Blumenthal. Enchanté, baron. Mais ici, comment est-ce qu'on vous appelle? Ici, on m'appelle Crocodile Harry. C'est parce que vous avez tué beaucoup de crocodiles? Oui, sûrement. Combien? Oh, beaucoup. En 13 ans, environ 10 000. 10 000? Ces photos sont de vous? Oui, elles représentent mes jours de chasse. Vous viviez comme Tarzan? Oui, c'était une vie très proche de la nature. C'est ça mon record. 83 crocodiles en une nuit. Et quel est le plus gros crocodile que vous ayez jamais tué? Le plus gros faisait 8 mètres de long. Dites-moi, vous étiez très fort. Je vois sur les photos que vous étiez un homme vraiment fort. Quel âge avez-vous, Harry? J'ai 74 ans. 74 ans. Félicitations, vous ne les faites pas. Et ensuite, vous avez décidé d'arrêter de chasser pour devenir mineur. Oui, quand les crocodiles ont commencé à être protégés. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon département de libération de la femme. Quand il commence à faire chaud et que les filles n'ont pas besoin de tant de vêtements, elles les jettent là, et en hiver, elles peuvent revenir les récupérer. Et elles le font? Non, pas encore. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, vous avez décidé de devenir mineur. C'était un accident. J'ai travaillé à un moment pour une équipe de géologues et on était à court de nourriture et de boissons au campement. Alors, on est venu en hélicoptère ici à Coober Pedy pour se ravitailler. On a atterri derrière le pub et tous les habitués en sont sortis pour voir d'où venait le bruit et la poussière. Parmi eux, il y avait 2 de mes vieux amis du territoire du Nord, des chasseurs de crocodiles, et ils avaient commencé à creuser à la recherche d'opale. Ça marchait bien pour eux. Alors ils m'ont dit « Essaie, et dans 6 mois tu seras peut-être millionnaire. » J'ai dit « Pourquoi pas? Je vais rester 1 an et je serai peut-être multimillionnaire. » Mais ça n'a pas marché. Après 1 an, je n'avais pas trouvé de pierre. Je n'ai jamais eu l'argent pour m'en aller et ça fait maintenant 28 ans que je suis là. Mais j'apprécie encore d'être là. Beaucoup de gens viennent vous voir du monde entier? Oui, du monde entier. Pourquoi? Les gens trouvent l'endroit intéressant. Beaucoup viennent ici en visiteurs et puis décident de rester quelques jours, voire quelques semaines,
ou même des mois. Voici ma chambre. À quoi correspondent ces noms écrits sur les murs de votre chambre? C'est le nom de toutes les filles qui sont venues en visite. Donc tous les gens qui viennent ici signent sur les murs? Oui, c'est ça. On m'a dit que Tina Turner est venue aussi. Elle a laissé sa signature quelque part? Oui, et en plus, elle a laissé quelque chose dans le département de la Libération. Ah oui. Voilà ma première visite de ce matin. Elle vient de Suède. Vous venez donner un coup de main à Harry? Oui, je fais un paysage de Suède. Merci Harry. Bon voyage. Soudain, en plein milieu du désert, une immense clôture se dresse devant moi. The Dog Fence, la barrière des chiens, posée en 1914. Et elle s'étend en continu sur 3 États et plus de 5000 km, avec pour objectif de protéger les exploitations des agressions de dingo, une race de chiens sauvages importée d'Asie par les aborigènes. Le dingo est totalement inoffensif pour l'homme, mais son goût prononcé pour les moutons confère à lui donner une mauvaise réputation dans la région. Ces terres désertiques attirent les marginaux. Au milieu de nulle part, je tombe sur cette roulotte. Lieu de vie d'une famille de hippies attirés par la tranquillité et l'immensité des lieux. Les Australiens, dès le début des années 70, ont été les premiers à se soucier véritablement des problèmes liés à l'environnement. Une vague verte a soudainement déferlé dans le pays, avec pour mot d'ordre la protection de cette biodiversité remarquable, mais aussi l'arrêt des essais nucléaires dans le Pacifique. Hello. Bonjour, ça va? Ça va bien. C'est incroyable, j'étais en train de conduire sur cette piste, je voyais personne, et puis alors tout d'un coup, vous voilà devant moi. Oui, vous avez pris la bonne piste. Oui, je pense, oui. Et puis il n'y a pas de camion ici. Et oui, ce sont les chemins détournés. Laissez-moi faire les présentations. Voici Nadou, c'est la doyenne de la tribu, et quand elle ne veut pas tirer, nous n'allons pas très loin. Donc chaque jour, nous espérons qu'elle sera de bonne humeur pour nous emmener. Et ça, c'est Fortuné, c'est le père de ce petit bébé. Il a environ 2 semaines et demie, c'est un albinos. Il s'appelle Dangivar. C'est le nom aborigène d'une ville. Celle-là s'appelle Abdul. Elle a été adoptée parce que sa mère a été tuée près du pub d'une ville où on est passé. Les hommes étaient sur le point de manger la maman, mais quand ils ont commencé à la découper, Abdul s'est approché de nous, alors nous l'avons adoptée. Elle est très gourmande. Elle lèche les doigts, elle essaie tout le temps d'attraper des choses à manger. Quand elle était au pub, les gens lui donnaient à boire de l'alcool et elle mangeait les habits sur les cordes à linge. Quel âge a-t-elle? Elle va avoir 2 ans. Elle est à toi? Oui, pour ce voyage. Et tu la montes? Non, plus tard je pourrais la monter, mais là, elle est trop jeune. Nous faisons environ du 5 km/h quand nous avançons bien. Donc environ 15 à 20 km par jour. Mais nous allons plus vite quand les chameaux sont en forme. Et pour l'eau? Eh bien, nous en transportons beaucoup à l'arrière, mais il y a toujours de l'eau pas loin. Il faut juste savoir où elle est et puis creuser. Nous essayons de boire seulement de l'eau de pluie, mais parfois nous la récupérons dans le sol pour préparer le thé.
Depuis combien de temps vivez-vous comme ça? Oh, environ 2 ans. Nous ne dormons pas sous une tente, nous dormons à la belle étoile. Nous avons un système pour récupérer l'énergie solaire, une stéréo, un réfrigérateur et aussi un GPS. Donc, vous savez où vous allez et où vous êtes? Oui, nous sommes plutôt bien équipés pour survivre longtemps. On s'arrête en ville juste de temps en temps. Ça, c'est notre poulet, mais il n'a pas encore pondu d'œufs. Son nom, c'est Brook Brook. Est-ce que tu vas le manger après? Peut-être. S'il ne commence pas à nous donner des œufs, mais peut-être va-t-il s'y mettre. Vous avez rencontré des aborigènes sur la route? Oui, j'ai beaucoup travaillé avec eux. Ils vous ont parlé de leur vision de la vie? Oui, leur respect de la terre est très fort. C'est l'aspect qui m'a le plus impressionné. Le fait que toutes les choses soient vivantes et en relation les unes avec les autres, et combien ça les blesse de les voir souillées. Ça n'a jamais été leur façon de voir les choses et c'est comme ça que beaucoup de malheurs sont arrivés. Maintenant, les aborigènes retournent sur leur terre, se réapproprient leur propre pays et ainsi on revient un peu en arrière. Ils ont de la meilleure nourriture et des occupations pendant la journée. Donc ils commencent à nouveau à se sentir bien dans leur environnement. Et c'est là que nous allons, vers leur territoire. Celle-là s'appelle Azaria. Elle a très peur des chiens parce que elle a été attaquée quand elle était plus jeune. Nous avons des chiens devant, mais nous devons les tenir éloignés, sinon elle devient très agitée. Et quelquefois, elle enlève même sa selle. Mais autrement, c'est une très bonne chamelle. Maintenant, on va rester dans le centre pendant un moment, en nous dirigeant vers les terres Pidginjara, les terres aborigènes. Et de là, nous irons au nord, tout en continuant à explorer le désert. On fait partie d'un mouvement appelé Humps Not Dumps, qui s'oppose au projet d'installer dans cette partie de l'Australie une énorme décharge de déchets radioactifs. Nous disons qu'ici, c'est un endroit merveilleux. Les hommes peuvent y vivre, il y a plein de plantes et d'animaux, et il ne faut pas qu'on en fasse une poubelle. Nous sommes très préoccupés par la présence d'eau ici, dans le désert. Si des déchets radioactifs sont déposés ici, c'est dangereux pour tout et pour tout le monde. Si la radioactivité filtre dans les nappes d'eau souterraines, cela s'étendra ensuite à toute l'Australie. On pense que c'est vraiment un problème. Tout le monde a besoin d'eau pour vivre. Aussi, nous voulons garder cet endroit propre et sain, parce que l'Australie est unique. C'est peu peuplé. C'est vierge. J'ai voyagé dans beaucoup d'autres pays et je trouve l'Australie unique pour ça. C'est un endroit fabuleux. Et nous voulons le garder propre. Merci. Et puis à bientôt. Le chameau est l'ancêtre des road trains en Australie. Importé il y a un siècle d'Afghanistan, il s'adapte parfaitement au climat aride de l'outback et a considérablement aidé à la conquête du pays. Jusqu'en 1930 et avant l'avènement des rails et de la route, le chameau est resté le principal moyen de transport et d'approvisionnement du centre du pays. Retour sur la Stuart Highway et les road trains sont toujours là. J'entre ici dans le territoire nord du pays. Grand comme 2 fois la France, il ne compte pourtant que 160 000 habitants. Avec un habitant pour 8 km², c'est la région la moins dense du pays. Le territoire nord n'accueille que 2 villes dignes de ce nom. Darwin au nord et Alice Springs au centre de l'Australie. Coolgera, juste après la frontière. Nous sommes déjà à plus de 1000 km de Port Augusta. Bienvenue en terre aborigène.
Leur présence en Australie remonterait à 40 000 ans avant notre ère. Quand les premiers colons ont débarqué, on estimait à 300 000 le nombre d'aborigènes sur l'île. Après s'être fait spolier la plupart de leurs terres, ils ne sont plus aujourd'hui que 220 000, à peine plus de 1% de la population. La plupart résident ici, dans le centre du pays. Yankee, vous êtes un policier? Quelles sont les règles de vie pour les aborigènes? Est-ce que ce sont les mêmes que pour les Blancs? Oh, elles sont différentes. Les règles de vie pour les aborigènes sont basées sur des idées différentes. Par exemple, certains travaillent, d'autres encore ne font rien. Ils ne travaillent jamais. Ils se promènent d'une communauté à l'autre. Les gens ont leurs propres règles. Elles sont différentes de celles des Blancs. Quel est le principal problème auquel vous devez faire face dans votre travail? Le plus gros problème est le nombre de gens qui respirent de l'essence. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de gens ont un problème avec ça. Ils font ça tout le temps. Ils se battent et je dois aller les séparer et les emmener dans un centre de réhabilitation. Quelquefois, ils se battent toute la nuit. Oui, les drogues à l'essence sont un vrai problème. Vous avez des types qui se battent et qui se mettent dans des situations impossibles. Alors je dois les arrêter et les traduire en justice. En quoi demande-t-on aux aborigènes de changer leur mode de vie? On attend de nous que nous nous adaptions à la vie des Blancs. C'est un grand changement. Pour les aborigènes, c'est très dur. Pensez-vous que la culture des Blancs et celle des aborigènes peuvent cohabiter dans les années à venir? Non, c'est impossible. Nous ne pouvons pas vivre ensemble. Pourquoi? Il n'en est pas question. Mon peuple dit non. Vous n'y croyez pas? Non. Vous pouvez me dire pourquoi vous pensez que ça n'est pas possible? Parce que c'est comme ça. Les aborigènes veulent préserver leur culture et ils ne veulent pas accepter celle des Blancs. Non, on dit non. Merci Yankee de m'avoir parlé. De nombreux aborigènes partagent cette vision extrêmement pessimiste de la situation. Certains chiffres sont alarmants. La population carcérale aborigène est 16 fois supérieure en proportion à celle des Blancs. Un aborigène meurt en moyenne à 56 ans, ce qui lui donne une espérance de vie inférieure de 20 ans à celle des autres Australiens. Ici, la terre est sacrée. Un précepte issu de la culture aborigène dont les Blancs n'ont pas su tenir compte pendant longtemps. Hélas. À la fin des années 60, et après plus d'un siècle de revendications, les aborigènes ont obtenu quelques droits leur permettant de récupérer certaines de leurs terres ancestrales. Un ensemble de décrets leur accordant la citoyenneté et le droit de vote permettait aux aborigènes de devenir propriétaires fonciers. Mais ce n'est qu'en 1997, lors de la convention de réconciliation avec les aborigènes, que le gouvernement a mis en place un véritable système de subventions leur permettant d'accéder à la propriété. C'est justement grâce à ces subventions qu'il y a un an à peine, Bill Lennon et sa femme, Heather, ont pu acheter cette exploitation, la plus importante de la région, puisqu'elle s'étend sur près de 500 km².
Nous avons 800 têtes de bétail. Il y a aussi du bétail d'autres fermiers, dont nous nous occupons quand leurs terres sont trop sèches. Donc ils mettent leur bétail avec le nôtre, nous en prenons soin et ils nous payent pour ça. On m'a dit que pas loin d'ici, sur vos terres, il y a des sites sacrés pour les aborigènes. Comment avez-vous appris à les connaître? J'ai dû suivre une initiation aux coutumes aborigènes, ce qu'ils appellent la loi, celle des ancêtres. J'ai un certain niveau d'autorité et de savoir. J'ai la terre et je dois prendre soin de nos sites sacrés. Les gens qui possédaient l'exploitation avant moi n'étaient pas aborigènes. Ils ne connaissaient rien à la culture aborigène, ni comment prendre soin des plantes et des sites sacrés. C'est une des raisons pour lesquelles nous rachetons les exploitations. Nous allons faire mieux que ce qu'ils ont fait. Tout ce qui les intéressait, c'était de faire de l'argent avec le bétail. Nous prenons aussi soin de la terre. Ça, c'est notre croyance. Les autres exploitants blancs voisins commencent à comprendre de quoi il s'agit. Nous n'essayons pas de les mettre dehors. Ils ont des familles à entretenir. Ils doivent bien vivre. Mais s'ils veulent vendre, s'il y a une opportunité pour un aborigène de racheter l'exploitation, ils doivent lui donner la priorité. Comment transmettez-vous vos croyances aux jeunes? Mon fils et les autres jeunes ouvriers ici doivent participer à un ensemble de cérémonies aborigènes. Et ils deviennent des hommes, comme on dit. Dans la coutume aborigène, nous les appelons les hommes de la loi. Ensuite, ils doivent enseigner aux plus jeunes, qui n'ont pas atteint l'âge d'assister aux cérémonies de la coutume, comment prendre soin de la terre. Image plus réjouissante d'une intégration réussie. En 2001, lors des célébrations du centenaire de la Fédération australienne, le gouvernement a d'ailleurs promis une grande fête de réconciliation entre les peuples. Direction Ayers Rock. Terre sacrée entre toutes, c'est le rocher le plus célèbre du pays, un symbole de l'Australie. En 1985, le site a été rendu aux aborigènes et rebaptisé Uluru, littéralement lieu de réunion. Les aborigènes reçoivent aujourd'hui des royalties sur l'exploitation touristique du site qui est confiée au gouvernement fédéral. Mais avant d'arriver à Ayers Rock, il faut traverser le Red Center, nommé ainsi à cause de la terre rouge qui recouvre cette vaste étendue. Ultime étape avant le rocher, à une trentaine de kilomètres, me voici face au mont Olgas, un ensemble de 28 formations rocheuses baptisées Katachuta par les aborigènes, ce qui signifie l'endroit des nombreux dômes. D'après eux, ces rochers représentent des géants protecteurs de leur tribu. Cette réserve naturelle est bien sûr protégée, tout comme sa faune. Le lieu regorge de kangourous, les wallabies, l'emblème national. Ayers Rock, le plus gros monolithe du monde. D'une hauteur de 350 mètres, un périmètre de 9 km, il est vieux de 600 millions d'années. Voici la carte postale la plus célèbre d'Australie. Et c'est ici, en plein cœur du pays, que s'achève la première partie de cette traversée sur les traces du pionnier Stewart.